Chers amis et très chers ennemis, bienvenue dans Quelle semaine? Alors, cette semaine, c'est d'abord et avant tout, bien évidemment, le rapport sur l'entrisme de l'islamisme radical. C'est aussi des nouvelles de l'agence de voyage présidentielle, Monsieur Macron et son épouse continuant leur promenade inutile un peu quand même, il faut le reconnaître, vu ce que représente la diplomatie française autour du monde. Alors, en ce moment, pendant que nous, Français, nous débattons avec nos soucis, avec la lecture de ce rapport sur l'entrisme des frères musulmans qui nous angoisse, qui nous préoccupe, le président de la République des valises, des voyages, se promène. Il est au Vietnam, il va passer par l'Indonésie, et puis il ira aussi à Singapour. Bon, vous me direz peut-être que lorsqu'il n'est pas là, Retailleau se porte mieux que lorsqu'il est là. Peut-être que lorsqu'il n'est pas là, Bayrou se porte mieux que lorsqu'il est là, et peut-être que lorsqu'il n'est pas là, la France, d'une manière générale, se porte mieux que lorsqu'il est là depuis 8 ans. Et oui, parce que ça fait 8 ans qu'il est là. Le rapport, ça ne faisait pas 8 ans qu'il était sur son bureau, ça faisait, sauf erreur de ma part, à peu près 1 an, je crois. 1 an. Il n'en avait pas parlé, le président voyageur. Il a fallu que ce soit le ministre de l'Intérieur qui en parlât. Vous me direz, Attal n'en avait pas parlé non plus. Vous savez, le nouveau guerrier, il n'en avait pas parlé non plus. Alors ce rapport, je ne sais pas si vous l'avez lu, probablement pas. D'abord, il faut se le procurer. Ensuite, il fait quand même 73 pages, mais il nous apprend ce que nous savions déjà, mais que nous n'arrivions pas à faire admettre. Il aura fallu ce rapport pour que le non-dit, comme on dit, devienne dit. Ce rapport a été demandé par 3 ministères. Pas un, 3. Le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Armées. Alors quand on le lit, ce rapport, qui a été rédigé à la demande quand même de 3 autorités, et pas n'importe lesquelles, on pense à ce que disait Marc Bloch dans L'étrange défaite, quand il cherchait à comprendre pourquoi on avait été à ce point laminé, ravagé en 40. Il écrivait « Beaucoup d'erreurs diverses, dont les effets s'accumulent, ont mené nos armées au désastre. Des erreurs diverses, avec des effets qui s'accumulent. » Ce rapport a un défaut qui correspond du reste à la censure générale qui pèse sur la France comme un couperet, c'est l'immigration. Il ne met pas suffisamment en avant le poids terrible dans l'entrisme des frères musulmans que constitue l'immigration. C'est un facteur qui, malheureusement, dans ces 73 pages, est minoré. Mais même s'il ne nous apprend rien que nous ne sachions, il a le mérite quand même de nous obliger à ouvrir les yeux et les oreilles. Et surtout, il a le mérite de crédibiliser ce que des hommes comme Jean-Marie Le Pen, comme De Villiers, comme Zemmour, comme moi-même, comme Marine Le Pen, pour ce qui est des femmes, bien sûr, disent depuis des années et des années et des années. Est-ce que vous savez ce que sont les frères musulmans d'abord? Oh, ils ne sont pas très fraternels, même s'ils s'appellent frères. Ils ont été fondés
rendez-vous compte comme le temps compte. Ils ont été fondés en 1928 par Hassan al-Banna à Ismaïlia. C'est l'époque où Atatürk, en 1923, je crois, décrète avec autorité et sévérité l'abolition du califat. C'est le moment où Nasser, un peu plus tard, en Égypte, prend le pouvoir et se moque du voile. On a une vidéo de lui, des images filmées de lui, où on le voit en train de ridiculiser l'exigence du port du voile. C'est à ce moment-là, donc dans les années 1928, que le mouvement se crée. Alors, il se crée dans un but très précis, c'est la création d'un État islamique et l'application de la charia et la conquête de l'Occident. Écoutez ce que disent les frères. Nous, les frères musulmans, sommes comme un immense hall dans lequel n'importe quel musulman peut entrer. Soyez attentifs, c'est le texte fidèlement traduit de la charte des frères musulmans. Nous sommes comme un immense hall dans lequel n'importe quel musulman peut entrer par n'importe quelle porte pour partager ce qu'il souhaite. Rechercherait-il le soufisme? Il le trouverait. Rechercherait-il la compréhension de la jurisprudence islamique? Il la trouverait. Rechercherait-il du sport et du scoutisme? Cela est ici. Rechercherait-il le combat et la lutte armée? Il les trouverait. Vous êtes venus à nous avec la préoccupation pour la nation, je vous accueille. 1928, Ismaïlia, Hassan al-Banna, fondateur avec d'autres des frères musulmans. Depuis 70 ans, ils œuvrent en Europe, à Babri, à Bapa. On ne les a pas entendus au début, on ne les a pas vus venir. Ils se sont fondus dans une espèce d'obéissance, puis progressivement, au fil des années, ils ont tissé tout un réseau de puissances que nous allons examiner à la loupe. On les voit installés en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en France, un peu partout en Europe. Et ils vont, à travers tout un réseau d'implantation en France, tout en étant en lien quand même au plan international avec le Hamas, créé en 1980. Ne le perdons pas de vue, ce qui expliquera leur expansion dans la haine d'Israël, sur le territoire français notamment. Ils créent un réseau d'implantation. On dénombre, d'après le rapport, 139 lieux de culte sous couvert des musulmans de France. 280 associations. Et oui, la loi sur les associations est un extraordinaire instrument pour regrouper, pour tisser des liens, pour créer des zones d'influence. Il y aurait 91 000 fidèles le vendredi qui fréquenteraient les mosquées fréristes. Et ils agissent d'une manière de moins en moins discrète, de plus en plus prégnante, et c'est ça qui est préoccupant, parce qu'on est maintenant dans une phase d'affichage, alors que jusqu'alors on était dans une phase de discrétion. On les voit dans de multiples secteurs, nous dit le rapport. Secteur culturel, cultuel, secteur caritatif,
C'est ce que faisaient du reste les révolutionnaires. Secteur scolaire où ils jouent un rôle déterminant. Dans le sport, dans la jeunesse, dans les salles de sport, de combat, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans le domaine vestimentaire, ils agissent par la baya, par le voile, par le burkini. C'est pas innocent, tout ce langage vestimentaire qui depuis des années et des années, et qui jusqu'alors n'apparaissait pas, a investi complètement la rue, la plage, les universités, les écoles, les théâtres, tous les domaines de l'espace public. Le rapport dit que le secteur éducatif apparaît comme la priorité, vous entendez bien, la priorité de la branche française des frères musulmans à un degré qui le distingue des homologues européens. Et oui, c'est dans l'éducation qu'ils agissent le plus, fidèles en cela aux théories de Gramsci, aux enseignements trotskistes, léninistes. C'est par la culture qu'on gagne, c'est par l'éducation qu'on gagne. Et c'est la raison pour laquelle il y a des offensives permanentes contre l'école, contre le lycée. Ajoutons bien sûr là-dessus la terreur. La terreur. Il y a aussi, je le disais tout à l'heure, le secteur caritatif, qui est un puissant vivier de prédicateurs. C'est dans le secteur caritatif, là où il y a un peu de faim, un peu de froid, un peu de tristesse, du deuil, de la peine, de l'égarement, qu'ils agissent. Et là, on entend les prêcheurs qui prêchent une parole pernicieuse. Le rapport dénombre les villes touchées, mais à mon avis, il en oublie quelques-unes. Strasbourg, évidence, Mulhouse, évidence, la Seine-Saint-Denis, spectaculaire, Villeneuve d'Ascq, Schiltigheim en Alsace, Lille, Marseille, Villeurbanne. Il recense 851 écoles coraniques et derrière il y a discrètement, sous des formes diverses, dans des sortes de bagages passés en fraude, l'argent du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, du Koweït. Un instrument aussi qui est mis en évidence par le rapport et qui devrait quand même vous préoccuper et vous inquiéter, c'est la dissimulation, le double langage, la capacité extraordinaire que déjà Molière, avec son Tartuffe, avait analysé, la capacité de tenir deux langages, l'officiel et l'officieux, la quête de légitimation par le langage officiel, l'extraordinaire manipulation du droit à des fins de propagande, à des fins de rhétorique, l'usage du droit, et ça a été dit dans des prêches, on les a, l'usage du droit comme une arme contre le pays, l'utilisation de ce terme qui a été fabriqué par les frères musulmans, l'islamophobie. Il faudrait que chaque individu qui utilise ce terme sache qu'il a dans la bouche le poison d'un frère musulman, le poison rhétorique d'un frère musulman. Et enfin, le rapport parle du culte évident du secret, des réseaux sociaux. Voilà. Il faut ajouter bien sûr la filière halal et le conflit israélo-palestinien, et enfin, le rapport n'ose pas en parler, mais moi j'en parle, le narcotrafic, qui pour moi est en lien avec l'entrisme. Pourquoi on en est arrivé là? Et je vais conclure là-dessus. Naïveté, indécision, lâcheté, attentisme, électoralisme, peur du camp, dira-t-on, de gauche,
volonté de donner l'impression qu'on ira forcément au paradis des bonnes pensées, conformisme moral. L'Union européenne n'est pas innocente dans tout cela. On sait à quel point elle finance, elle agit. Il y a aussi l'anticolonialisme anachronique. Tous ces facteurs ont fait qu'on n'a pas eu le courage d'écouter ceux qui le disaient, qu'on les a persécutés, même poursuivis en justice. Poursuivis en justice, oui. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes qui disaient attention, c'est grave ce qui se passe. Et il a fallu que Retailleau, dans une perspective un peu intéressée peut-être, jouons pas les naïfs, mais peu importe, on s'en fout, révèle l'existence de ce rapport que Macron cachait, que Macron taisait, pour qu'on sache la réalité de ce qui se passe. Et maintenant, il ose, le président, demander au ministre d'apporter des réponses rapides. Laissons-le se promener. Mais voilà, tout arrive. Ce qu'on pensait ne jamais entendre, on vient de l'entendre. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Nous, depuis que nous faisons ces émissions, nous le disons, nous le dénonçons, sous les colibés, sous les insultes, sous les menaces. Mais avant nous, d'autres, bien plus courageux, et ils étaient les premiers à monter au feu, l'ont dit et répété. Merci de votre aide. C'est parce qu'il y a des gens comme vous, qui écoutent des gens comme moi, et qui écoutent d'autres personnes que moi, qu'on arrive à avancer. On dit que tout est foutu. Je crois qu'il nous reste encore un petit espace d'espoir. Occupons-le. À la semaine prochaine et merci de cliquer sur la petite cloche.